je m'appelle Evelyne Joss, je suis psychologue, psychotraumatologue, chargée de cours à l'Université de Metz. Bienvenue sur la chaîne Résilience Psy dédiée à la psychologie. Aujourd'hui, nous allons parler de PNL avec Tania Lafort, qui est infirmière de formation, thérapeute et qui est également formatrice en PNL, mais aussi en hypnose et en cohérence cardiaque. Tania, bonjour. Bonjour Evelyne, ravie de te revoir. Moi aussi. Alors, nous allons parler de PNL. Qu'est-ce que c'est la PNL? Est-ce que tu peux nous expliquer en termes simples de quoi il s'agit? Donc la PNL, effectivement, la programmation neurolinguistique, et tu as raison de me dire en termes simples, parce que programmation neurolinguistique, ça ne veut pas dire grand-chose déjà au départ. Donc la PNL a été mise au point dans les années 70 par deux personnes. Richard Bandler, très connu, qui est psychologue, qui était étudiant en psychologie à l'époque d'ailleurs, et John Grinder, linguiste. Et ces deux personnes, finalement, ont décidé d'observer, de modéliser des talents. Et les premiers talents qu'ils ont observés, c'est des talents de grands thérapeutes comme Milton Erickson, Fritz Perls avec la Gestalt, Eric Berne avec l'analyse transactionnelle. Et donc la PNL, le principe de la PNL, c'est quelque part de pouvoir observer des talents reproductibles et pouvoir s'en inspirer et utiliser leur savoir-faire. Le grand principe de la PNL, c'est la modélisation, c'est-à-dire la capacité à observer, à reproduire. Et moi, je dis simplement, c'est une belle boîte à outils qui va nous permettre de mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau et qui va permettre pour les coachs et pour les thérapeutes d'avoir des vrais outils de changement qui sont issus des grands thérapeutes. Et pour les personnes qui veulent faire du développement personnel, eh bien c'est vrai, c'est une belle boîte à outils pour mieux communiquer, pour mieux gérer ses émotions et pour avoir des stratégies vraiment de réussite. Si je veux faire très simple, je vais m'arrêter là. Donc, ça sert pour le développement personnel et pour le développement professionnel et comme outil d'accompagnement, alors. Absolument. On a effectivement, on a des psychologues qui se forment à la PNL, des médecins, pour vraiment avoir des outils d'accompagnement, puisque on a vraiment des outils de changement puissants. On va avoir des outils sur la posture, des outils de questionnement, avec, par exemple, pour faire des anamnèses très précises, qui vont nous permettre, rien que par le questionnement, d'avoir des prises de conscience et puis de détecter vraiment où est le problème, choisir ensuite l'accompagnement précis. Et puis, on va aussi avoir des outils hypnotiques et aussi des outils plus cerveau-gauche, c'est-à-dire des outils de réflexion. Donc, vraiment pour les coachs, pour les thérapeutes, ça va être super intéressant, mais aussi pour au niveau professionnel, pour les managers, par exemple, puisque hors thérapie, on va avoir vraiment des processus de communication, des questionnements stratégiques qui font réfléchir et qui vont beaucoup aider, par exemple, en management ou dans d'autres domaines. Et donc, et en développement personnel, puisqu'on travaille beaucoup sur soi, on réfléchit sur soi. Donc, c'est vrai qu'on a trois axes différents. Oui, d'ailleurs, la réputation de la PNL n'est pas toujours très bonne à cause d'une des emplois de cette PNL à des fins purement commerciales. Est-ce que tu peux nous en dire un mot et aussi comment, eh bien, ce que toi tu enseignes est différent? Absolument. Effectivement, la PNL n'a pas toujours bonne presse parce que comme c'est un outil puissant, quand Grinder et Bandler ont mis au point toutes ces techniques, ils ont voulu que ce soit accessible au plus grand nombre. Ils n'ont pas limité la PNL au monde médical. Donc en fait, un petit peu comme l'a fait Eric Berne avec l'analyse transactionnelle. Eh bien, donc certains s'en sont emparés et puis on a utilisé la PNL pour d'un point de vue commercial, effectivement parce que ce sont des outils puissants. Et moi, je dirais simplement, oui, c'est puissant. Et quand on a un marteau, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on va, j'aime beaucoup cette métaphore, est-ce que je construis une cathédrale ou est-ce que je détruis la voiture du voisin? Donc effectivement, comme c'est un outil de communication puissant, ça a été parfois utilisé à fin commercial, ce qui lui donne pas toujours une bonne réputation. Alors après, moi, ma façon d'enseigner, c'est pas du tout ça. C'est vraiment dans le développement personnel pour les personnes qui viennent pour ça, mais encore plus dans le développement professionnel
pour les thérapeutes et pour les coachs parce que ces outils puissants de changement, on va vraiment aller en profondeur. D'autant plus que les personnes qui utilisent les outils de PNL d'un point de vue commercial, ils utilisent uniquement les outils de communication, alors que la PNL propose énormément d'outils de changement, de réparation, qui ne sont pas accessibles aux personnes qui font du commercial, bien entendu, et heureusement. Oui, heureusement. Alors, en PNL, on parle souvent de protocole. Est-ce que ça fait pas un peu recette de cuisine, ça? Alors ça aussi, c'est une très bonne question. Effectivement, on parle de protocole puisque le principe même de la modélisation, comme je te le disais tout à l'heure, c'est d'avoir observé, par exemple, Milton Erickson et d'autres. Et donc, Milton Erickson avait un talent exceptionnel, c'est un génie hein, qu'on étudie encore aujourd'hui. Et donc, l'idée, c'était de dire, sans avoir ce génie de Milton Erickson, comment est-ce que je peux avoir de l'efficacité dans mes accompagnements? Et donc, ils ont décrypté et mis sous forme ce qu'on appelle de protocole. Mais en fait, pour moi, c'est pas un protocole, c'est plutôt une trame. Et ma façon d'enseigner, d'ailleurs, c'est je comprends l'intelligence, ce que je dis du protocole, c'est-à-dire l'intelligence de la façon de faire, pourquoi et comment on s'y prend comme ça. Et après, à mon sens, les gens ne rentrent pas dans des cases. Donc, même si on parle de protocole, pour moi, c'est plutôt des trames sur la façon de faire et c'est plutôt de la logique. Et c'est vraiment comme ça que moi, j'enseigne la PNL. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comme ça. Donc, je suis complètement d'accord. Pour moi, vraiment, c'est ce que je dis toujours en formation. Les gens n'entrent pas dans des cases. Et donc, on a l'intelligence, mais on ne va pas faire un protocole. Voilà. C'est pour ça que ça va bien avec l'hypnose, d'ailleurs, à mon sens. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de protocole pour qu'on puisse mieux comprendre de quoi il s'agit? Alors oui, oui, il y a énormément de techniques en PNL que j'enseigne, d'ailleurs, qui sont très proches de l'hypnose. Hein. Il y a si on parle de protocole, on va parler par exemple de la restructuration des histoires de vie, qui est un protocole qui est assez proche de ce que toi tu utilises en hypnose avec les scénarios réparateurs. C'est une technique, là pour le coup, on va être sur quelque chose qui est basé sur l'inconscient, donc très hypnotique, où on va prendre par exemple une situation où la personne va régulièrement avoir ou des comportements ou des sensations dans lesquelles elle ne se sent pas bien. On va aller connecter la personne à ses sensations et en connectant la personne à ses sensations, on va demander à l'inconscient de remonter dans le temps. Un peu, ça va être comme le pont de l'affect, c'est-à-dire que l'état interne va être le fil rouge qui va nous permettre de remonter dans le temps pour aller chercher la racine qui a déclenché cette problématique. Et quand on va obtenir cette racine, eh bien là, on va apporter des ressources. Je dis à l'enfant parce que souvent ça remonte assez loin, mais c'est pas forcément à l'enfant. On va apporter des ressources pour que la personne euh, modifie. Alors, l'expérience a existé, donc on va pas la modifier. Enfin, on va pas la modifier. On peut la modifier d'ailleurs. Mais elle a existé, on aura toujours conscience qu'elle a existé, bien entendu. Mais par contre, la relation à l'expérience et les apprentissages vont être positifs. À partir de là, on va remonter dans le présent et donc changer les choses. On est assez proche des scénarios réparateurs que tu pratiques d'ailleurs en thérapie, en hypnose. Absolument. Ça, c'est un exemple qu'on utilise en PNL très facilement. Après, il y a... Tu as un exemple clinique à nous donner? Alors, un exemple clinique, je me souviens d'un monsieur, par exemple, qui était venu me voir puisque il ne se sentait pas intelligent. Ce monsieur avait une quarantaine d'années. Ce monsieur avait été chef d'entreprise. Franchement, il n'avait pas de souci d'intelligence vu de l'extérieur, mais il avait cette croyance profonde qu'il n'était pas intelligent. En travaillant avec lui, donc avec une anamnèse. Alors quand on travaille en PNL, on travaille beaucoup le questionnement et les stratégies. J'ai pratiqué cette technique. Et ensuite, on est arrivé donc, ce qui s'est passé pour ce monsieur, on est arrivé sur une scène où sa maman, qui était plutôt bienveillante, lui donnait de l'huile de foie de morue. Et l'enfant, en disant avec ça, mon garçon, tu seras intelligent.
Et le garçon de 5 ans a donc décidé, conclu qu'il n'était pas intelligent et il a grandi avec ça. Et tu vois que même sur des éléments qui sont pas du tout quelque chose de traumatique, puisque la maman avait plein de bonnes intentions, on peut tout à fait se construire avec des croyances très limitantes sur nous-mêmes. Et le fait d'avoir déjà compris ça et d'avoir amené des ressources à l'enfant, ça a vraiment changé les choses par la suite pour cette personne. Et je trouve Oui, ça intéressant, du coup, de vraiment se rendre compte que, en plus, on n'a pas forcément tous vécu des choses traumatiques et ça impacte quand même notre façon de voir les choses. oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle plus aujourd'hui vraiment d'expériences traumatiques pour les enfants. Bien sûr, on parle toujours de ça, mais on parle maintenant plutôt d'expériences adverses. Bon, alors, effectivement, parfois c'est juste un mot, hein, une suggestion, puisque lui, il l'a vécu comme ça. C'est si on me doit me donner de l'huile de foie de morue pour devenir intelligent, c'est que je suis donc bête à la base. Et donc, effectivement, moi j'ai eu un patient comme ça aussi. C'était son papa qui téléphone, qui était par ailleurs extrêmement bienveillant avec lui. Il adorait son fils et son fils l'adorait. Et un jour, comme le fils était énurétique, il a téléphoné au camion poubelle pour venir chercher son fils. Bien sûr, il n'y avait personne derrière le téléphone. C'était extrêmement maladroit de la part du papa, j'en conviens. Mais par ailleurs, ce père a été un père extraordinaire. Donc, c'est peut-être justement pour ça que ça a tellement marqué, parce que c'était un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Effectivement, cet homme a eu beaucoup d'angoisse après, à l'âge adulte, d'en conserver. Donc, c'est parfois effectivement des toutes petites choses qui peuvent être très traumatiques pour un enfant, alors que vu de notre âge adulte, même pour le patient, ça n'a aucune importance en fait. Absolument, absolument. Ensuite, dans des techniques aussi, dans des choses qui sont des techniques très abordables et du coup qui peuvent être utilisées même, tu vois, dans du coaching ou même à titre personnel. Moi, je me souviens d'une dame aussi qui m'avait marquée. Elle est arrivée, on l'avait adressée un peu en urgence, puisqu'elle était vraiment pas bien et elle avait un rendez-vous le lendemain avec son comité d'entreprise. Elle avait une fonction, cette dame, et puis elle est arrivée en me disant, demain, je dis à mon patron que c'est un con, pour employer ces termes, hein, et je quitte la boîte. Bon, je l'ai vu pendant 1 heure et j'ai utilisé une technique qu'on appelle en PNL la position de perception. Alors, la position de perception, ça consiste à s'imaginer quelque part dans les baskets de l'autre. C'est-à-dire de prendre un peu de recul, se mettre dans la peau de son patron. Et voilà, on le fait vraiment de façon pratique, un peu métaphorique. Et en fait, elle a pris conscience de plein de choses. Et au bout d'1 heure, elle m'a dit, bah, demain, je vois mon patron et je m'excuse auprès de lui parce que je m'aperçois vraiment que j'ai dépassé les bornes. Donc, tu vois, on a des outils vraiment de réflexion, on a des outils hypnotiques, on a des outils qui sont plutôt logiques, cerveau gauche. Et moi, j'aime bien, puisque du coup, on mixe un petit peu tout ça et en fonction des cas, ça va être très intéressant. Oui, c'est toujours intéressant de travailler avec les deux parties de notre cerveau, hein, de toute façon. Complètement, complètement. Ouais, Chacune ayant ses compétences et ses capacités, chacune d'ailleurs de ces parties étant limitée. C'est pour ça que quand on travaille avec les deux, ben, c'est nettement mieux, hein. absolument. Et c'est ce que j'adore dans la PNL, c'est qu'on a vraiment, quand on enseigne, on a vraiment ce côté analyse, tout en étant orienté solution, mais on va quand même prendre le temps de bien comprendre la problématique. Et puis, donc, on a des stratégies de questionnement qui vont faire réfléchir, qui vont faire prendre conscience, qui vont faire des recadrages. Et on va aussi avoir des stratégies beaucoup plus hypnotiques où on va dépasser, du coup, nos limites, notre petit saboteur interne, nos petits saboteurs internes qui empêchent le changement pour aller beaucoup plus profondément. Et donc, moi, j'adore puisque du coup, ça mixte. Puisque j'aime aussi, c'est comme on est allé prendre quelque part bah, des techniques issues de diverses méthodes. Du coup, c'est très riche. Et d'ailleurs, il y a des gens qui disent la PNL n'a rien inventé. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai parce qu'on a pris des techniques qui viennent d'ailleurs, et donc ça c'est complètement vrai. D'ailleurs, c'est tout à fait expliqué. Et Milton Erickson, par contre, disait lui, euh, Richard et Bandler ont expliqué mes techniques beaucoup mieux quelque part que je n'aurais pu le faire, parce que lui avait ce génie, mais il n'était pas capable forcément, dans un premier temps, en tout cas, de décoder ce qu'il était en train de faire. Et du coup, je trouve ça très riche en fait. Oui, c'est d'emblée une thérapie intégrative, hein.
Mais finalement, c'est ça qui est intéressant et qui est riche. Et c'est vrai qu'en hypnose, par exemple, on parle toujours d'hypnose ericksonienne alors qu'on ne fait pas de l'hypnose ericksonienne. Erickson n'a jamais utilisé le bon souvenir, par exemple. Donc, Oui. en fait, aujourd'hui, l'hypnose, c'est plutôt une hypnose hétéroclite aussi qui prend des outils de partout, et notamment de la PNL. Et pour ceux qui nous écoutent et qui sont hypnothérapeutes, bah, qu'est-ce que la PNL peut leur apporter de plus finalement? Eh bien, je pense qu'en fonction des écoles de PNL, on enseigne différemment l'hypnose et différemment la PNL. Moi, je pense que la PNL donne de la structure. Moi, ma formation, moi, j'ai découvert la PNL quand j'avais 20 ans, par intermédiaire d'un livre. Donc, je me suis déjà, à l'époque, j'étais infirmière, j'ai déjà utilisé pour moi, puis ensuite, je me suis formée. Et donc, j'ai commencé par la PNL et ensuite, je suis venue sur l'hypnose. La PNL donne de la structure. C'est-à-dire que, et en même temps, c'est-à-dire que quand tu utilises la PNL, tu vas vraiment avoir travaillé sur l'anamnèse, travaillé sur le pourquoi, sur le comment, et tu vas avoir des idées donc, on va appeler des protocoles de trame d'interaction. Donc, je trouve que vraiment, ça amène de la structure et de la compréhension de l'intelligence des protocoles. Et dans nos outils, et l'hypnose, comme l'hypnose est un amplificateur, on va en plus, plus on va mettre d'hypnose dans des outils de PNL, ben plus ce sera efficace tout simplement. Donc pour moi, c'est vraiment tout en commun. D'ailleurs, il y a des personnes qui utilisent la PNL sans savoir que c'est de la PNL aussi. Après, comme la PNL est aussi issue d'autres techniques, on ne sait plus d'où ça vient, tu vois, vraiment. Donc pour moi, c'est très complémentaire. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui viennent se former en étant hypnothérapeute à la PNL pour qui c'est un plus. Et des personnes aussi qui sont PNListes et qui renforcent les techniques d'hypnose pour qui c'est un plus aussi. Donc pour moi, c'est vraiment très bénéfique l'un et l'autre. Absolument. Oui, parce que le questionnement, c'est finalement quelque chose qu'on n'apprend pas en hypnose. Et je vois, quand je fais des supervisions, au niveau de l'anamnèse, en fait, les gens ne savent pas faire une anamnèse, bien sûr, où vous habitez, quel âge vous avez, etc. Tout le monde peut le faire. Mais un questionnement stratégique, c'est finalement quelque chose qui manque à l'hypnose. Et bien là, justement, effectivement, en fonction des écoles, oui, là, on a vraiment beaucoup de ce questionnement stratégique. On a par exemple le score. Le score, c'est par exemple qui a été créé par Robert Diz, deuxième génération de PNL. On va étudier la situation ou le symptôme. On va étudier la cause supposée, hein. On va étudier les ressources pour le changement. On va étudier l'objectif et dans un objectif avec certains critères comme dans les thérapies orientées solutions, précis, réalisables, etc. Et on va étudier les effets. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'avec, par exemple, cet outil, on va avoir des outils de questionnement et on va rajouter à cette trame donc, vous voyez, ça structure déjà et le questionneur, le thérapeute et le questionné, puisqu'on a vraiment de la structure. Et puis, en plus, à l'intérieur de tout ça, on va utiliser un outil de PNL que j'adore, qui s'appelle le métamodèle. Et le métamodèle, c'est un des premiers outils de PNL d'ailleurs, hein, va permettre finalement du questionnement. Ça va permettre pour le thérapeute de ne pas interpréter, parce que et du coup, on va beaucoup travailler sur la posture. Et ça va permettre aussi de questionner pour comprendre chez le patient quelle est sa réalité subjective, c'est-à-dire les idées qui se fait, ses représentations par rapport à une situation, et la réalité pure, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment sur le terrain, dans sa vie. Et donc, pour moi, le métamodèle, cet outil de questionnement, c'est un outil indispensable pour tous les coachs, les thérapeutes, et même dans la vie de tous les jours, pour les managers, et même avec ses enfants, et même pour soi-même. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur le stress et l'anxiété. Et combien de fois on se stresse ou on se met dans des situations complètement inadaptées simplement parce qu'on a interprété, parce qu'on a ruminé, parce qu'on a pensé, alors que c'est pas du tout la réalité, quoi. Et donc, moi, je trouve que la richesse aussi du questionnement, effectivement, c'est vraiment super important. On parle aussi des Et niveaux de logique. Est-ce que tu peux nous en donner un petit aperçu, nous expliquer de quoi il s'agit?
Alors là, tu me parles des beaux outils de la PNL, ceux que je préfère. Donc, les niveaux logiques, effectivement, ça fait partie des outils super importants les niveaux logiques ont été créés par Robert Dilts, deuxième génération de PNL, inspiré des travaux de Gregory Bateson. Donc, toujours pareil, on prend et puis on améliore, etc. Et donc, les niveaux logiques, c'est une structure, quelque part, si je l'explique très simplement, c'est une structure de raisonnement qui va nous permettre d'être plus alignés avec nous-mêmes, mais qui va nous permettre aussi de comprendre à quel niveau se trouve la problématique de la personne. Et en fonction du niveau de la problématique de la personne, eh bien, on va pouvoir choisir des stratégies d'accompagnement, voire des protocoles pour accompagner ces personnes. Je vais te donner un exemple sur la structure des niveaux logiques que j'utilise pas mal en formation. Imagine, je dis toujours quand on a par exemple un entretien d'embauche, donc ça c'est accessible vraiment, euh, je suis face à un recruteur. Donc du coup, l'environnement, au plus bas des niveaux logiques, c'est l'environnement. Donc c'est tout ce qui n'est pas moi. Donc là, l'environnement, ce sera entre autres le recruteur. Eh bien, qu'est-ce qui agit sur mon environnement? Eh bien, mon comportement. La façon dont je vais me comporter, la façon dont je vais parler, va bien sûr influencer mon environnement. Mais qu'est-ce qui fait que je vais avoir ce comportement? Eh bien, au niveau du dessus, je vais avoir mes capacités. Bah déjà, est-ce que je m'exprime correctement? Est-ce que je parle français ou pas, hein? Donc, des compétences, des capacités. Et qu'est-ce qui va agir, qui va conditionner mes capacités? Ben, au niveau du dessus, je vais avoir mon état interne. On le sait tous, quand on est dans un état interne, dans une émotion positive, on va plus facilement activer certaines capacités. Ou je vais être dans une émotion plutôt stressante et je ne vais pas du tout activer certaines capacités. Puis si je vais plus loin, je vais me dire, mais qu'est-ce qui fait que je suis dans cet état interne? Eh bien, au niveau du dessus, je vais avoir des croyances. Et là, eh bien, on sait que mes croyances, ces croyances sur moi, les croyances par exemple sur l'entretien d'embauche, les croyances sur la personne qui est en face, vont directement influencer mon état interne. Et donc, ça fait vraiment quelque chose de descendant comme ça, qui va finir par agir sur mon environnement. Au-dessus des croyances, je vais avoir mon identité, ce qui je suis et ce que je crois de moi. Et au-dessus, je vais avoir, par exemple, ma mission, c'est-à-dire le rôle que je joue, ma vision aussi, et puis au-dessus encore l'appartenance. Et quand on découle comme ça les niveaux logiques, on va comprendre souvent où est le problème. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais de la personne qui me croyait ne pas être intelligent. Eh bien, si j'avais fait une anamnèse et découvert ça de cette manière, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, eh bien, on a travaillé au niveau des croyances. Et au niveau des croyances, tu me parlais de la structure et de l'intérêt pour les hypnos. Eh bien, je sais que je vais avoir plutôt tel ou tel outil qui vont être les plus adaptés pour aller travailler là-dessus. Donc, c'est comme ça que je suis arrivée sur une restructuration des histoires de vie. Donc, c'est un très bel outil qui va nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux nous aligner, mais aussi de choisir les stratégies. Et moi, j'adore les niveaux logiques et j'en parle beaucoup en hypnose, puisque quand on a, par exemple, un accompagnement hypnotique, ça va aussi donner de la structure dans la logique d'accompagnement hypnotique, puisque ça va permettre de balayer tous les niveaux. Et ça, c'est très fort, ça va vraiment renforcer les accompagnements. Je ne sais pas si j'étais assez claire sur l'expression, sur les niveaux logiques. Tout à fait. De quoi tu as envie de parler encore par rapport à la PNL avant qu'on parle de tes formations? Eh bien, moi, je pense que c'est vraiment un très bel outil, qu'il y aurait beaucoup trop de choses, trop de choses à dire pour en parler si rapidement. D'ailleurs, je te remercie vraiment pour cette interview. Euh, je pense que, à mon sens, les premiers jours que l'on donne en formation de PNL, ce qu'on appelle les bases PNL, ça devrait être enseigné à l'école. Puisque en hors thérapie et même hors tout ça, on comprend la logique de fonctionnement des gens. On va comprendre qu'on ne fait parfois qu'interpréter et qu'on se met la rate au courbouillon pour rien du tout. On va acquérir déjà, tu vois, des réflexes de communication, de gestion des émotions. Et je pense que ça, je ne comprends pas pourquoi c'est pas déjà enseigné à l'école. Parce que j'ai même fait des formations avec des très jeunes sur juste les bases, hein, eh bien, ça change la vie des gens, quoi. Donc vraiment, moi, j'invite les gens qui nous regardent
à lire, à aller se former, alors avec moi tant mieux, mais aussi ailleurs, il n'y a pas que moi. Et parce que je trouve que ça apporte vraiment, moi-même, ça a changé beaucoup de choses chez moi, hein. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui devrait, ce que je dis toujours en formation, ce que je dis toujours dans mes livres, hein, ça devrait être enseigné à l'école. Voilà. Alors, parle-nous de tes formations. Déjà, où elles se déroulent pour que les gens puissent déjà te situer géographiquement. Ah oui, alors dans la plus belle ville du monde, bien sûr, à Annecy, en fait, proche d'Annecy. Mon centre de formation se situe proche d'Annecy. Et les formations, donc j'enseigne donc la PNL pour les personnes qui veulent devenir, qui sont thérapeutes, ou qui veulent devenir coach professionnel ou qui veulent faire du développement personnel. Il y a tout un cursus, un base, tech, praticien, maître praticien. C'est vraiment une pédagogie progressive. Et quand on vient en formation, on est toujours dans trois postures. La posture d'accompagner, où on va travailler sur soi. La posture d'accompagnant, c'est-à-dire qu'on va mettre en place les protocoles. Et la posture d'observateur. Et ce que je trouve très intéressant, comme on le fait souvent en hypnose, hein, c'est que le cerveau enregistre de trois manières différentes les protocoles, la façon de faire. Et donc, il y a vraiment une intégration qui se fait plus facilement. Et donc, voilà, on peut faire la PNL chez moi ou en présentiel ou en distanciel, puisqu'il y a une formation en distanciel et il y a même une formation spécifique pour les hypnothérapeutes, Ah, justement. ça, c'est intéressant, oui. Oui, parce que j'ai en fait repris les protocoles les plus hypnotiques, même si je remets quand même le questionnement dedans parce que ça me paraît tellement important, pour les hypnothérapeutes. Et du coup, ils peuvent faire toute la formation en ligne. Donc, ils ont sur une plateforme l'explication, l'intelligence des protocoles. Ils ont aussi des démonstrations qui sont filmées. Et ensuite, on se retrouve tous les mois ou les 6 semaines, ça dépend des périodes, pour des interactions en webinaire, en live, en visio, pour répondre à leurs questions. Donc ça, c'est super. Et là, la nouveauté, c'est que j'ai en plus fait maintenant, je vais proposer maintenant des formations sur quelques protocoles à la carte, c'est-à-dire que les gens ne seront pas obligés de prendre tout, ils pourront expérimenter en fonction de leurs besoins tel ou tel protocole. Et de ce fait, bah, ils seront une idée précise et ils peuvent prendre aussi à la carte. Donc, je pense que c'est vraiment un plus pour les hypnos, ouais, tout à fait. Et j'en suis super contente. Alors, tu as une autre actualité. Tu nous as parlé d'un livre. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de ce bébé qui va bientôt sortir? Ah oui, avec grand plaisir. Alors, ce bébé qui va bientôt sortir, c'est un livre sur le stress et l'anxiété, qui est un problème d'actualité, n'est-ce pas, avec tout ce qui se passe. Et donc, j'ai sorti un livre qui va sortir là fin septembre, pour justement dans lesquels je donne des explications sur la PNL, mais aussi des explications sur le stress, sur l'anxiété. Et je donne tout un tas d'outils. C'est comme un petit peu un parcours dans lequel seront inclus des outils de réflexion, mais aussi de la cohérence cardiaque, aussi une autre méthode qui est la régulation émotionnelle. Bref, un panel d'outils comme un parcours pour que les personnes puissent dépasser justement ce stress et cette anxiété. Sachant que, comme tu es thérapeute aussi, tu sais très bien que parfois, tout seul, ça suffit pas. Et donc là, je donne aussi je parle de certaines thérapies où ce sera nécessaire pour certaines personnes d'aller voir un thérapeute, mais qui sache un petit peu à quoi ils peuvent s'attendre. Donc l'idée, c'est de se faire un petit peu un auto-diagnostic de soi-même et de savoir est-ce que je peux gérer moi-même avec tous les outils que je propose là, ou est-ce que, à un moment, je me dis là, quand même, il faudrait que j'aille voir quelqu'un. Et dans ce cas, qui aller voir? Voilà. Et donc, je suis très contente de sortir ce livre qui, je pense, va aider un certain nombre de personnes. Et alors, où te rejoindre? Une adresse de site que tu peux nous donner pour connaître tes actualités, tant du côté formation que publication? Oui, alors j'ai donc un site qui s'appelle Mieux vivre PNL ou Réactive, on trouve le même. Donc je mettrai le lien, c'est mieux-vivre.pnl-pnl.fr ou Réactive, on trouve facilement. Et puis j'ai aussi énormément de ressources gratuites sur ce site, des e-books,
des podcasts. J'ai une chaîne YouTube aussi, si on tape Réactive ou Tania Lafort, vous allez tomber sur ma chaîne, où là, je donne aussi, il y a beaucoup de vidéos justement d'extraits de formation, de cours de PNL quelque part, et puis d'hypnose aussi, et de cohérence cardiaque. Bref, il y a vraiment beaucoup de ressources gratuites et on peut me trouver assez facilement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Avec grand plaisir. Alors, le mot de la fin, que vas-tu nous donner comme mot de la fin? Alors, le mot de la fin, déjà, je te remercie beaucoup pour ce temps et cette interview. J'espère que ce sera utile à de nombreuses personnes et j'encourage vraiment à découvrir ces outils. Je te dis vraiment par, quels que soient les livres, par des expériences, par des ateliers gratuits. Et puis, voilà, vraiment, je remercie. Et puis, j'ai encore plein de projets en cours, mais ça va venir progressivement. On en parlera plus tard, avec grand plaisir. Eh bien, merci Tania, c'était très intéressant et j'espère que ça donnera envie à ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, de se former en PNL. Merci à toi, Evelyne. Et puis, je dis à très bientôt. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et qu'on pourra peut-être retrouver à l'occasion. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez été intéressé par cette vidéo, pensez à la partager, à la commenter et à faire connaître la chaîne Résilience Psy. Merci et à bientôt pour d'autres aventures.